tu fais du flag, cette vidéo pourrait bien changer ton jeu. Je vais te montrer le système exact que j'utilise avec mes athlètes pour qu'ils évoluent sur leur poste, quel que soit ce poste-là, que ce soit snap, QB, receveur ou globalement au flag si tu es amené à faire l'attaque, la défense. Je vais te montrer exactement comment je prends en charge un de mes athlètes en flag, qu'il soit de l'équipe de France ou qu'il soit d'un club en France. Je vais te montrer exactement comment je le prends en charge. L'idée, c'est que il faut comprendre que mon objectif premier, c'est de le rendre plus explosif, de le rendre plus rapide et fatalement qu'il soit capable de tenir plus longtemps sur le terrain, que ce soit sur un seul match ou que ce soit sur des phases de tournoi éventuellement. Et ce que je vais te donner, c'est l'exemple global d'un plan d'entraînement à suivre dès demain. La seule différence entre mes athlètes et toi, c'est que eux sont passés à l'action. Alors, tu t'es sûrement déjà entraîné dur, mais si t'as pas encore eu les résultats que tu voulais, c'est pas parce que au final tu manques de discipline ou tu manques de motivation, c'est parce que tu t'es entraîné d'une manière qui ne te convient pas, ou du moins tu as utilisé des méthodes génériques. Trop de cardio inutile, trop de circuits pensés pour le fitness, type CrossFit, type circuit training classique, alors que nous, on n'est pas vraiment dans du fitness, on est dans un sport collectif à proprement parler, et donc c'est pas prévu pour le flag tout ça. Tu t'es peut-être aussi dit ça va m'aider, mais en réalité t'as bossé, c'est vrai, mais dans la mauvaise direction finalement. Et si tu continues comme ça, au final, qu'est-ce que tu pourrais risquer? Alors, tu pourrais risquer de rester cramé à la fin de ton match, de voir finalement un rookie te passer devant parce que lui, il est plus explosif, parce que il est plus jeune que toi, plus performant, plus physique, plus tactique, plus que tu as envie. Et au final, tu risques d'être ce joueur qui suit le jeu au lieu de le créer. Et je suis sûr que c'est pas ce genre de joueur-là que tu veux être. Et au final, à chaque match, tu vas jouer sans progresser d'une certaine manière. Et au final, ça va être plus une opportunité de ne plus exister sur le terrain plutôt que d'une opportunité de évoluer et de performer sur le terrain. Alors, il faut que tu comprennes que moi aussi, j'étais comme toi. J'étais en galère quand j'avais des gens à prendre en charge, que ce soit en flag, en foot, en JB, en bref, n'importe quel type de sport globalement. Mais là, on va parler de flag. J'ai testé des programmes différents parce que, tout comme toi, j'ai été mis à mal par les on-dit de notre industrie du fitness, par les bro science que on aime tant mettre en place parce que c'est applicable à l'instant T, par des méthodes fitness entre guillemets où c'était basé sur le cardio à gogo, des exos de muscu on dira classiques, alors que tu le verras après, on a des exercices qui sont plutôt ciblés sur un impact sur notre discipline. En tout cas, il y a une idée de cette réflexion-là derrière. Mais au final, ça n'a aidé en aucun cas sur le terrain les bonhommes que j'avais. Et quand je dis bonhomme, je parle aussi des dames parce que j'ai aussi des dames. Et au final, j'ai un petit peu douté, j'ai un petit peu échoué, je me suis pris des murs, j'ai perdu des clients à cause de ça parce qu'il n'y avait pas d'évolution, parce que j'arrivais pas à obtenir les résultats qu'ils étaient venus chercher avec moi. Et je me suis dit, c'est le moment de créer ma propre méthode d'une certaine manière. Et c'est là que justement j'ai décidé de créer un système pensé pour le flag en m'appuyant sur la science de la performance, mon expérience terrain, et en plus de ça, d'avoir un système que maintenant j'enseigne à mes élèves qui vont devenir coachs sportifs, justement pour créer une systématisation dans leur pensée sur la création d'un programme pour une discipline, mais surtout pour un être humain. Et c'est là où on en vient à ma méthode. Ma méthode, globalement, elle se résume en 3 grosses étapes, on dira. La première, ce serait de déverrouiller et de régénérer des tissus, on pourrait le voir comme ça. Globalement, c'est un apprentissage sur la mobilité et le système de récupération, puisque c'est la base, c'est le socle concrètement de la performance au flag, avoir une bonne mobilité pour pouvoir solliciter l'ensemble de nos muscles et
de pouvoir récupérer un maximum pour justement, dans les cas de tournois ou dans les cas de matchs à rallonge, on est capable de performer quand même sur une longue durée avec un haut niveau d'intensité, on dira ça comme ça. Donc globalement, qu'est-ce que je mets en place avec mes athlètes? Je cible les grosses articulations, on va dire, liées à la performance. Moi, ce que j'appelle les articulations essentielles, primaires, ça va être l'épaule, la colonne vertébrale et la hanche. Okay, on pourrait même changer l'ordre puisque je te mettrai d'abord la colonne vertébrale, parce que c'est l'essence même de l'être humain avant d'être un athlète. Ensuite, on passera à l'épaule, puisque c'est 100% des quarterbacks qui vont l'utiliser, et fatalement la hanche, parce que quel que soit le poste, finalement, on va avoir besoin d'une grosse amplitude et d'une grosse capacité de hanche. Un exemple que tu peux prendre tout de suite, c'est ma routine de mobilité justement articulaire, où je viens déverrouiller, où je viens, on va dire, explorer l'entièreté de toutes mes articulations. Et quand je dis toutes mes articulations, je parle de toutes les articulations de mes athlètes également. Ok, donc ça va des cervicales jusqu'aux doigts de pied, parce que oui, même les doigts de pied se travaillent, c'est un petit peu l'idée. Et en plus de ça, je ferai un focus sur les grosses articulations, donc les fameuses articulations primaires, celles que je t'ai citées juste avant, pour avoir un gain d'amplitude et réduire un maximum les blessures, puisque plus tu vas être capable d'explorer l'entièreté de la capacité de chaque articulation, plus quand ces articulations-là vont être amenées à explorer les fins d'amplitude et à devoir produire de la force sur ces différentes amplitudes-là, ces différentes portions de pratique ou plutôt de fonction articulaire, plus ce sera facile pour eux d'absorber un maximum les forces qu'ils vont devoir générer ou subir pour pouvoir limiter la casse, si on peut le dire comme ça. Donc ça, ce serait le premier pilier. Deuxième pilier, ce serait travailler de l'explosivité, travailler de la force maximale pour pouvoir justement développer une puissance qui, j'aime pas trop ce terme, mais serait plus spécifique au sport sur notre discipline qu'est le flag football. Ça marche exactement pareil pour le foot US, sauf qu'il y a un autre concept à prendre en considération qu'est les chocs, les contacts avec les autres adversaires. Pour ce qui est du travail d'explosivité, donc mon deuxième pilier majeur, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre en place des phases de sprint. Attention, on met en place des phases de sprint exclusivement quand on est capable de subir cette contrainte-là. Okay, le sprint, c'est déjà en lui-même un sport, c'est déjà en lui-même une activité à haute intensité. Donc, si on n'est pas capable de subir ça, ce que j'entends par là, c'est si ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de sprint ou que tu n'as jamais fait de sprint à 100% sur X distance, on va commencer crescendo. Okay, on vise toujours la surcharge progressive. On préfère le faire de manière conservatrice et explorer vers l'avant plutôt que de se dire allez, j'y vais all in, all out et advienne que pourra. C'est pas la bonne idée. Donc globalement, à quoi ça ressemble? J'aime bien faire des sprints courts sur 5, 20 mètres pour ceux que je connais pas ou que, entre guillemets, on a encore un niveau à aller chercher pour atteindre une distance plus grande. Sinon, j'aime bien mettre comme référence le 40 yards, qui est le système d'évaluation du flag et du foot pour déterminer la capacité de vitesse max sur le sprint. Donc, ça nous permet, en plus de ça, d'évoluer sur un des critères, un des facteurs qui est le plus représentatif de notre capacité athlétique. Et c'est ce qu'on cherche, à devenir un athlète. On ne cherche pas à devenir bodybuilder, on veut être plus athlétique plutôt que plus, j'ai envie de dire, musclé. Okay, on verra un petit peu ma manière de penser sur ça sur d'autres vidéos éventuellement. On peut également mettre en place un travail de pliométrie. Alors, pour le travail de pliométrie, je l'utilise essentiellement pour
bosser sur les cuts. Ok, les cuts, si tu vois pas ce que c'est tes changements d'appui. C'est-à-dire quand tu es en train de courir tout droit et tu décides d'aller à gauche, d'aller à droite ou de revenir en arrière, voire même de faire un pivot sur toi-même. Ok. Donc globalement, mon travail sur l'explosivité, ça se résume à ces deux choses-là dans un premier temps. Produire un max d'efforts via le sprint, via tout simplement un déplacement de charge relativement important pour moi. Et en prime, je viens travailler sur mes cuts, donc la capacité que mon pied a de changer de direction, de position, avec le moins de temps de contact au sol. La définition de la pliométrie globalement. Et si j'en arrivais à thématiser un petit peu tout ce modèle de pensée, je voudrais réfléchir à développer la force de mon bas du corps globalement, puisque c'est lui qui va être responsable de ma performance avant tout. Donc, dans un premier temps, je mets le renforcement de mon bas du corps, le développement de ma capacité de force max sur le bas du corps. Ça pourrait représenter quoi? Ça pourrait représenter 4 fois 20 mètres en sprint éventuellement. On pourrait faire 3 fois 8 sauts latéraux de manière explosive. L'un peut remplacer l'autre selon le cas de figure. Et je pourrais également mettre du travail relativement lesté sur du déplacement de charge unilatéral. Donc là, on est sur les pieds, donc on appelle ça unipodal, pour avoir un maximum de retour sur le système nerveux, la capacité que je vais avoir de déclencher un maximum de force en un minimum de temps. C'est un petit peu le raccourci qu'on fait sur l'explosivité. Et au final, en ayant mis en place ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir plus rapide, tu vas devenir plus imprévisible et tu vas devenir plus solide parce que tu vas être beaucoup plus capable d'encaisser les chocs, quand je dis les chocs, je parle des contraintes liées à la pratique. Ok, quand tu cours à vitesse max et que tu as besoin de changer de direction, bah, c'est un choc pour tes articulations, c'est un choc pour tes muscles parce que ils arrêtent de subir ce cycle de étirement-raccourcissement, ils doivent s'arrêter, ils doivent se contracter. La structure osseuse, donc les articulations doivent changer de direction, ça génère encore une force supplémentaire. Et ensuite, on doit restituer cette force qu'on a emmagasinée dans notre bas du corps pour changer de direction. Donc au final, tu tiens plus la durée sur les matchs en faisant ça parce que tu as tellement habitué ton corps à subir cette contrainte qu'au final, c'est devenu un petit peu la norme pour toi. Okay. Et comme je te le disais, tu deviens de plus en plus solide. Et mon troisième pilier, ça va être ce que j'appelle le match ready. Ça veut dire, c'est une routine, on dira, pour les matchs. Mais au final, c'est une routine que je demande à tous mes athlètes de mettre en place pour les entraînements globaux, que ce soit pour le sprint, que ce soit pour les phases de musculation en salle ou à la maison, ou poids du corps, etc. Peu importe, ça passe toujours par les mêmes choses. On a la routine de pré-match où on va avoir notre cooking. Ok, mes athlètes, vous savez ce que c'est. Le cooking, je passe par notre warm-up globalement, sauf que j'ai décidé de mettre en place l'entièreté des systèmes qui vont être stimulés durant l'effort que je vais fournir, c'est-à-dire le système nerveux, le système articulaire, le système oculaire et le système musculo-squelettique et fatalement le système cardiovasculaire. On a également des routines post-match, récupération active, automassage pour ceux qui aiment ça, le stretching, pour ceux qui sont en train de s'effarer du fait qu'on s'étire après une phase d'effort. On peut en discuter, je suis ouvert, mais attention, j'ai des arguments. Et éventuellement, pour ceux qui en ont besoin, je mets de la nutrition simple, ok, comme privilégier les glucides un certain temps avant l'effort, l'hydratation en continu et bien évidemment avoir sa dose de protéines journalière, ok. Tout ça, ça ramène quoi? Tout ça, c'est ça va t'aider, sur la durée et revenir plus vite entre chaque match ou entre différentes journées d'efforts à fournir. Maintenant que je t'ai dit ça, je t'ai donné les gros concepts, je vais directement t'amener
un exemple de plan d'entraînement finalement, ok, pour te donner quelque chose de concret et que tu puisses tout de suite l'appliquer si tu as besoin. Ok, donc je vais te donner un exemple de semaine type pour un de mes joueurs flag. Jour 1, on passe sur mobilité et force bas du corps. Ça représente quoi? C'est des pulls and rails sur la hanche, sur les genoux et ou sur la colonne vertébrale. On peut avoir un travail sur le squat bulgare, ok. C'est les Bulgarian split squat, donc travail unilatéral comme je te disais tout à l'heure. On a un travail également sur le hip thrust où on va avoir plus un focus sur le pivot de la hanche que exclusivement un travail unipodal. Donc au final, je viens faire un travail sur une jambe puis un travail sur deux jambes et on peut avoir un style de gainage qui est propre à moi-même. Moi, j'aime bien faire du Zercher hold. En gros, tu te mets devant ta barre d'haltéro ou de ce que tu veux, tu le places dans le creux du coude et il y a un temps donné à garder cette charge au niveau de ton creux du coude. Ce qui va amener un gainage sur toute la chaîne postérieure, que ce soit du haut du corps ou du bas du corps. Fais-moi confiance, c'est challengeant. Ensuite, jour 2, on va avoir un travail sur l'explosivité. Donc, comme je te le disais, on a notre fameux cooking où on va stimuler tout le système global, tous les systèmes du corps avant d'arriver à notre effort max. Et crois-moi, une fois que tu es passé par le cooking, t'as pas besoin de refaire une montée en gamme avant d'arriver sur ton sprint, puisque c'est cette phase-là qui t'a permis d'arriver à un stimuli optimal sur le système nerveux, musculaire, cardiovasculaire, etc., etc. Donc, on passe au cooking. Ensuite, 6 fois 15 mètres de sprint avec minima 90 secondes de récupération. Ce que j'aime bien faire, selon les cas de figure, c'est au moins se dire que la distance que j'ai parcourue sur les 15 mètres, admettons que pour 15 mètres, je vais dire n'importe quoi, ils mettent 3 secondes, ok, c'est arbitraire, je veux qu'il ait au moins 6 fois plus de temps de repos que de temps de travail. Ok, c'est un truc que tu peux garder en tête. Ensuite, j'aime mettre les sauts latéraux de manière explosive pour avoir cette capacité de propulsion latérale. Ok, le sprint c'est tout droit et je mets toujours les différents plans de mouvement pour faire en sorte que ce soit vu comme un aspect 360 degrés sur la prise en charge. Et enfin, ce que j'aime bien faire, c'est en fin de séance mettre des drills sur les cuts parce que c'est quelque chose qui nous demande très très peu d'efforts et qui demande beaucoup de volume. Donc ça tombe bien, je suis en fin de séance, j'ai moins d'énergie dans mon réservoir, donc je vais préférer faire des tâches qui me demandent beaucoup moins d'efforts physiques. Et ça me prend entre 10 et 15 minutes. Donc au total, la journée 2, ça prend entre 20 et 30 minutes selon les cas de figure pour la faire. Journée 3, on passe à de la récup active, de la zone 2, de l'automassage pour ceux qui aiment bien, éventuellement refaire un petit peu de Zercher hold avec un autre degré de flexion de genoux, de hanches ou tout simplement de temps sous tension éventuellement. Jour 4, force du haut du corps spécifique au flag. Spécifique au flag, ça veut pas dire grand chose finalement. Ce qu'on veut, c'est renforcer globalement le haut du corps et renforcer le corps dans sa globalité pour qu'il puisse être performant sur l'activité du flag. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On analyse globalement qu'est-ce qui a besoin d'être utilisé comme fonction articulaire au flag, extension de l'épaule, rotation interne de la hanche pour courir, etc. Bref, je te passe tous les détails. Et on va chercher à optimiser ces fonctions-là dans un premier temps chez notre individu. D'où l'intérêt d'avoir un travail de mobilité. Ok, donc pour le haut du corps, moi j'aime bien mettre les tractions 4 fois 6 à 8, lesté si c'est facile. J'aime bien mettre des pompes explosives, ok, avec un temps de repos en bas où justement on évite d'avoir ce caractère de énergie cinétique qui va être mis en place sur les pecs. J'aime bien faire aussi du tirage élastique, du style pull flag. Ça, j'aime bien le mettre parce que il y en a pour qui c'est encore important d'avoir quelque chose qui ressemble à leur discipline, mais globalement faire du tirage global, ça marchera tout aussi bien. Et globalement faire du gainage dynamique
pour changer un petit peu les variations de style de gainage, c'est-à-dire d'avoir une perturbation sur la forme qu'on devrait garder, sur la position globale de l'individu, qu'il soit corner, wide, snap ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'amener ce caractère de maintien d'un effort prolongé tout en gardant une forme idéale. Et enfin, dernier jour, pour ceux qui iront jusqu'à 5 jours d'entraînement, c'est pas le cas pour tout le monde, plutôt faire des simulations de match globalement. Quand je dis simulation de match, je suis pas coach technique, ok. Moi, mon taf, c'est pas de le rendre meilleur au flag tactiquement, c'est de le rendre meilleur au flag physiquement. Donc, ce que je veux mettre en place, c'est vraiment comment développer son physique pour qu'il performe au flag. Et donc, je vais observer qu'est-ce qu'on a besoin au flag. On a besoin d'avoir un pied solide, rigide et capable d'être dissocié. Donc, je vais travailler sur ça. Sur mes drills de cut, ça va surtout être des placements de pied. Sur exactement le caractère de changement d'appui, il va falloir réaccélérer derrière. Donc, on va travailler sur ça. Et il y aura forcément des mises en situation sur le terrain pour voir comment il réussit à s'exprimer sur les fonctions musculaires, articulaires qu'on a vues au préalable dans la semaine pour que sur le terrain, ça soit retranscrit ou pas. L'idée avec ce plan, c'est d'avoir une base déjà solide que tu peux utiliser concrètement. Mais attention, là, ce que je te donne, c'est générique, ok. C'est pas propre à toi-même. Okay, la vraie clé, c'est de s'adapter à ton poste et à tes points faibles, à ton emploi du temps et en gros à ton histoire et à tes blessures s'il y en a. Okay, donc l'idée là-dedans, c'est que tu restes conscient de tout ça. Okay, et là, je viens de te donner concrètement la méthode complète que tu peux déjà utiliser actuellement. Okay, tu peux pas garder cette méthode et te dire je vais l'utiliser et ça suffira. Tu vas progresser, oui, mais ça suffira pas, ok. Soyons honnêtes, tout seul, tu vas vite te heurter à un mur parce que il y a certaines subtilités de ce métier que tu vas pas prendre en considération, et ce qui est normal, chacun son métier, ok. Parce qu'au final, il te manque la personnalisation adaptée à ton poste, que tu sois QB, DB, wide, snap, ou que tu aies des special teams, j'en sais rien, si tu es dans le foot ou quoi que ce soit, il faut le prendre en considération. Ton emploi du temps également doit être pris en considération. Tu vois, dans l'exemple, il y a certaines séances, c'était des séances de 20-30 minutes. Si tu es quelqu'un qui a du temps, on va plutôt se baser sur des séances de 1 heure, voire 1h15, 1h30, selon ce qui se passe et selon ce qu'on peut mettre en place. Et bien évidemment, il faut que ce soit spécifique à ton objectif précis. Et c'est exactement ce que je fais avec mes athlètes. Ok, je les accompagne tout au long de la saison et comment ça se passe? J'accompagne seulement 5 athlètes par mois parce que j'ai besoin d'avoir, comme tu l'as vu, un maximum d'informations et on fait les choses bien. Okay, les places disparaissent souvent très très vite, on va pas se mentir. J'ai beaucoup de sollicitations et je remercie à tous ceux qui me font confiance. Donc, faut pas trop hésiter. Si tu doutais, prends un rendez-vous, on s'appelle en visio, on essaye de voir un petit peu quelles sont les problématiques. Si je peux t'aider, je t'aide. Si je peux pas t'aider, je te renvoie vers quelqu'un de confiance en qui je pense que tu pourrais mettre son accompagnement au bénéfice de ta saison.